Et salut à tous, j'espère que vous allez très bien content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. Alors je sais, ça fait quand même pas mal de temps depuis la dernière vidéo, je vais essayer quand même à l'avenir d'accélérer un petit peu le rythme. Bref, on commence donc directement avec notre sommaire pour voir les différents sujets. Tout d'abord, on va donc parler d'une nouvelle officialisation d'un pilote déjà en MotoGP. Ensuite, on va parler de deux rumeurs pour deux pilotes, un pilote qui pourrait donc devenir pilote test et ensuite un pilote Moto2 qui pourrait donc monter en MotoGP. Ensuite, on va se faire un gros sujet concernant BMW parce qu'on a appris une information qui, je pense, veut dire beaucoup de choses. Et à la fin, on va donc se voir les propos de Fabio Quartararo après le Grand Prix de Grande-Bretagne, après le week-end de Grande-Bretagne. Il a déclaré pas mal de choses. Et la situation est complexe. En tout cas, ça y est, commençons et on va donc parler d'une nouvelle signature pour cette saison 2025 et techniquement aussi 2026, 2 ans de contrat supplémentaire pour Fabio Di Giannantonio dans le team satellite de Ducati, le team VR46. Est-ce que c'est une surprise? Absolument pas, ça fait maintenant depuis pas mal de temps que je vous en parle et que je vous dis que cette signature va se faire. Et bah ça y est, maintenant c'est totalement officiel, Fabio Di Giannantonio continue et je pense qu'on peut facilement le dire, c'est totalement mérité. Alors on en a déjà parlé dans de précédentes vidéos, mais pour vous le redire, si jamais vous avez raté l'information, il faut aussi savoir que Fabio Di Giannantonio aura par exemple en 2025 une Ducati de l'année en cours, une Ducati 2025, et il sera donc aussi le seul pilote satellite chez Ducati à avoir donc une moto d'usine. Allez, maintenant pour nos deux prochains sujets, on va donc parler un petit peu de rumeurs. Et tout d'abord, on va discuter de la continuité de carrière d'Augusto Fernandez. Bon, je pense quand même que vous le savez, mais Augusto Fernandez, cette saison, roule pour le team satellite de KTM, le team GasGas, mais malheureusement, il a perdu sa place dans cette équipe pour l'année prochaine, et il semble aussi, techniquement et d'une manière assez globale, avoir perdu sa place en MotoGP. Alors, ce n'est pas encore fait, peut-être qu'il pourra retourner la situation, mais au vu de ses résultats actuels, bon, je pense qu'Augusto Fernandez, malheureusement, ne pourra pas continuer en catégorie reine. Mais techniquement, il pourrait signer dans un autre rôle que pilote officiel au sein d'une équipe MotoGP. Ça serait donc tout simplement être pilote test pour Yamaha. Et oui, maintenant, depuis quelques jours, on a des rumeurs sur cette possible signature d'Augusto Fernandez en tant que pilote test. C'est selon moi une petite surprise parce que je pensais que si Yamaha avait envie de choisir un pilote pour du coup devenir pilote test et techniquement aussi pour aider au développement, je me disais que ça pouvait être intéressant par exemple d'essayer de signer Andrea Dovizioso qui est un pilote vétéran du MotoGP qui c'est vrai aujourd'hui ne roule pas en catégorie reine mais c'est quand même un pilote qui entre guillemets ressent la moto, qui a beaucoup d'expérience et qui je pense pourrait aider au développement. Mais Massimo Meregali a récemment déclaré que pour eux ils ne visait pas un pilote vétéran et donc ça laisse imaginer qu'on choisirait plutôt un pilote jeune et c'est là que ça amène évidemment cette possibilité Augusto Fernandez. Le directeur de l'équipe Yamaha a donc précisément déclaré: nous voulons renforcer l'équipe d'essai et signer un pilote, mais nous ne pensons pas à un vétéran ou un pilote à la retraite. Nous voulons un jeune homme qui veut faire beaucoup de tours et nous pouvons tirer le meilleur parti des essais que les concessions nous permettent. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas Crutchlow qui continue de faire partie de l'équipe et qui reviendra au jeu lorsqu'il se rétablira. Bon, je pense que les propos de Massimo Meregali sont assez clairs sur les ambitions, sur les envies de Yamaha pour ce nouveau pilote en tant que pilote test. Alors maintenant, on va tout de suite se le dire, c'est vrai qu'en tant que jeune pilote, parce qu'il ne faut pas oublier que Augusto Fernandez est un jeune pilote dans cette catégorie reine, je pense pas qu'il va véritablement apporter son expérience pour aider directement le développement de la moto en ayant donc une prise de décision qui fait en sorte que la moto va dans telle ou telle direction. Je pense qu'Augusto Fernandez va véritablement être là pour tester, pour quand même aider l'équipe, mais plutôt en testant de nouvelles pièces, en faisant pas mal de tours, en roulant beaucoup. Je pense que c'est dans ce vœu-là qu'on signe Augusto Fernandez. Pour ce qui est plus précisément du développement et de la voie à suivre ensuite pour le futur de cette Yamaha, ça sera je pense plus consacré aux pilotes donc qui roulent directement en MotoGP ou peut-être encore à Cal Crutchlow. Bon, comme vous venez de le voir, je pense qu'on peut tirer plusieurs points positifs pour Yamaha, pour le constructeur japonais, avec cette possible signature d'Augusto Fernandez.
Maintenant, pour le pilote espagnol, ouais, c'est quand même un petit peu dur, hein, parce que il a été champion du monde Moto 2, on pouvait s'attendre à de belles choses pour lui, évidemment en MotoGP. Maintenant, c'est le sport qui est comme ça, et on sait que cette catégorie est aujourd'hui très très difficile, et si tu n'arrives pas à être performant, il y a d'autres pilotes qui vont évidemment être là derrière toi, à toquer à la porte et possiblement prendre ta place. Quand tu vois les pilotes qui ont signé chez GasGas, Maverick Viñales et Enea Bastianini, bon, évidemment, pour Augusto Fernandez, c'est compliqué de pouvoir continuer dans l'équipe et même de signer ailleurs. Aujourd'hui, le MotoGP est très concurrentiel, donc bon, c'est compréhensible peut-être, hein, au vu de ses résultats, qu'il perde sa place en MotoGP, mais bon, devenir pilote test, bon, c'est vrai qu'on aurait pu espérer plus de ce jeune pilote qui, je pense, a aussi quand même beaucoup de potentiel. Donc bon, on verra comment cette histoire évoluera, mais je vous ai donc donné rapidement les quelques informations qu'on a sur cette rumeur. On arrive donc maintenant à notre troisième sujet et on continue avec ces rumeurs de transfert. Il y a un pilote Moto2 qui pourrait signer en MotoGP et tout ça est sûrement amené parce que, je le rappelle, Ai Ogura a aussi maintenant de grandes chances de signer en MotoGP dans l'équipe Trackhouse, l'équipe satellite d'Aprilia. Alors ce n'est pas encore fait, mais toutes les informations qu'on a actuellement amènent donc à ce transfert. Et donc dans une précédente vidéo, je vous avais déclaré, je pense que Takahaki Nakagami va rester en MotoGP parce que je pense que vous le savez, pendant pas mal d'années, on a eu des rumeurs sur une arrivée d'Ai Ogura dans le team donc LCR Idemitsu à la place de Nakagami. Et si Ai Ogura signe donc chez Trackhouse, on pourrait quand même, je pense, entrevoir une continuité de Nakagami dans l'équipe LCR Idemitsu une nouvelle fois. Et finalement, ça ne sera peut-être pas le cas parce qu'on a là de nouvelles rumeurs qui pourraient donc amener Somkat Chantra à rejoindre le MotoGP à la place donc de Takahaki Nakagami. C'est donc les informations de GP1 qui amènent à cette possibilité, à ce possible nouveau transfert. Alors à prendre encore tout ça entre gros guillemets parce que vous l'avez compris, on n'a pas encore l'officialisation d'Ai Ogura, on est encore loin, je pense pour l'instant, d'une officialisation de Somkat Chantra, mais une nouvelle fois, je me répète, d'après les informations de GP1, pour Takahaki Nakagami, ça semble maintenant totalement terminé pour une continuité en MotoGP. On va se le dire, bon, si Takahaki Nakagami perd sa place, c'est pas non plus quelque chose de complètement étonnant. On va le dire, le pilote japonais est depuis quelques années en difficulté. Depuis toute sa carrière en catégorie Rennes, c'est pas de podium, c'est pas de victoire. Bon, c'est pas un pilote qui a spécialement brillé, alors ça a l'air d'être quelqu'un de très sympathique, ça faisait aussi plaisir d'avoir un pilote japonais au sein donc d'un constructeur comme Honda qui est évidemment japonais, c'était vraiment très très bien. Mais bon, dans l'ensemble, Takahaki Nakagami est un pilote qui est souvent en retrait. Après, il n'a pas vraiment eu la moto pour plus que briller. Alors par le passé, beaucoup plus quand même, parce qu'il faut ne pas oublier que cette Honda était une moto qui gagnait par exemple avec Marc Marquez ou encore avec Cal Crutchlow. Mais c'est vrai quand même que sur ces quelques dernières années, on va dire depuis la période Covid, la Honda c'est une moto en grande difficulté. Donc on peut pas vraiment dire à Takahaki Nakagami, tu jouais pas les podiums donc c'est normal que tu partes. Parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui jouent les podiums chez Honda. Et aujourd'hui, en 2024, on est tellement loin qu'on n'a même pas des pilotes qui arrivent concrètement à jouer le top 10. Et Nakagami, il n'est pas à des années-lumière derrière un Marini, derrière un Joan Mir ou même derrière un Johan Zarco. Donc, oui, les résultats sont compliqués, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est dans l'ensemble pareil pour tous les autres pilotes Honda. Maintenant, je trouve que c'est quand même logique qu'on essaie d'apporter du sang neuf, qu'on teste autre chose. Je pense que Nakagami a entre guillemets fait son temps. Il a eu des années dans la catégorie Rennes pour se montrer, pour faire de bons résultats. Il n'a pas spécialement brillé. Je trouve que c'est une bonne chose d'offrir donc une possibilité pour Somkat Chantra. Est-ce qu'il arrivera à faire mieux que Nakagami ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il arrivera à faire mieux que les autres pilotes Honda ? Je ne sais pas. Et j'ai envie de vous dire, je ne pense pas. Mais ça permet d'avoir quand même du sang neuf. Et je pense aussi que Honda a peut-être besoin de ça. Alors maintenant, c'est vrai que moi, j'ai tout de suite une interrogation par rapport à ça. C'est que chez Honda, comme ce qu'on a pu dire chez Yamaha, on a besoin de développer cette moto et on a besoin d'avoir de nombreux pilotes pour justement améliorer le développement de cette machine et essayer aussi d'accélérer le développement de cette moto. Même discussion que ce qu'on a eu pour Yamaha. Et c'est vrai qu'avoir 4 pilotes qui connaissent cette moto, qui connaissent aussi la catégorie, ça permet, je suppose, d'aider un peu plus dans le développement. Nakagami avait quand même de l'expérience, c'était quand même un pilote qui connaissait bien cette machine. Je pense qu'il apportait quand même de bonnes informations pour le développement de la moto. Somkat Chantra, en tant que rookie donc en catégorie Rennes, ça va être plus compliqué, ça va être différent. Donc à voir si la venue de Somkat Chantra en MotoGP aura aussi véritablement un impact
négatifs ou positifs sur le développement de cette Honda. Après, il ne faut pas oublier qu'en tant que pilote test, on a signé chez le constructeur japonais, Aleix Espargaro, et ça, je pense que ça va permettre quand même aussi de beaucoup apporter pour le développement de cette machine. Donc je pense que vous l'avez compris, comme pour le sujet précédent, ça amène évidemment à pas mal d'interrogations, mais je pense quand même que c'est une très bonne chose. Et pour parler un petit peu entre guillemets business, c'est bon, le mot est vraiment large, mais je pense que c'est aussi une bonne chose pour le MotoGP d'un point de vue général d'avoir justement au sein de sa catégorie un pilote thaïlandais, parce que Somkhat Chantra est thaïlandais. On sait qu'on a justement un week-end de MotoGP en Thaïlande, donc voilà, pour les audiences, pour les spectateurs, c'est aussi je pense une bonne chose, et on aurait toujours un pilote japonais avec Ayogura qui serait comme j'ai pu déjà le dire dans le team satellite d'Aprilia. Donc ça aussi, de ce point de vue là, je sais pas si on peut vraiment appeler ça du business, mais je pense que vous avez compris. Je pense aussi que c'est une bonne chose d'avoir donc Ayogura et Somkhat Chantra qui viennent dans la catégorie. On passe donc maintenant à l'avant-dernier sujet de cette vidéo et on va une nouvelle fois parler des informations qu'on a pu avoir sur cette possible arrivée de BMW en MotoGP. Vous allez voir que ce qui vient de tomber est très intéressant et ça me rend de plus en plus confiant sur une arrivée du constructeur allemand en 2027 avec ce nouveau règlement technique. Bon, alors pour commencer, je vous rappelle quand même les quelques petites informations qu'on avait vues par le passé. Tout d'abord, BMW nous avait fait comprendre qu'il fallait gagner en World Superbike, être performant en World Superbike pour envisager venir en MotoGP. En ce moment, en Superbike, il survole un peu la catégorie avec un Toprak qui est exceptionnel, qui signe victoire sur victoire et ils sont justement premiers du championnat du monde, donc de ce point de vue là ça sent quand même très bon. On sait qu'ils ont aussi participé aux discussions pour ce nouveau règlement technique 2027 en MotoGP. Alors attention, ils étaient là, ils écoutaient, ils ne pouvaient pas véritablement proposer des nouveautés, mais ils étaient quand même présents. Ça aussi c'est quelque chose qui nous fait penser qu'aujourd'hui il y a de véritables possibilités de voir BMW rejoindre la catégorie reine. On a pu aussi avoir de nombreux propos, par exemple du patron de BMW Motorrad qui nous faisait comprendre qu'on était véritablement intéressé évidemment par le MotoGP. Et on a donc eu maintenant ces quelques nouvelles informations. On va arrêter de tourner autour du pot, on rentre directement dans le vif du sujet et on peut le dire, on a des manœuvres qui sont en train de se mettre en place. Alors tout d'abord, pour première information, d'après certaines sources, BMW aurait donc conclu un accord avec Suzuki pour 18 millions d'euros afin tout simplement d'acquérir les données des saisons précédentes en MotoGP du constructeur japonais. Des données qui seraient évidemment extrêmement importantes pour aider BMW dans le développement de cette machine. Et rappelez-vous, il faut quand même pas l'oublier, je pense, Suzuki, quand ils ont quitté le MotoGP, était quand même dans un projet gagnant. Suzuki n'est pas parti de la catégorie N parce qu'il n'avait pas un projet gagnant, c'est pour d'autres raisons. On parle surtout de raisons économiques, mais bref, c'est encore un autre sujet. Mais dans l'ensemble donc, je me répète, ils avaient donc des données, un projet très intéressant, et ça pour BMW, je pense que c'est une base sur laquelle s'appuyer qui est superbe pour eux, et ça pourra sûrement leur permettre de développer plus rapidement leur moto. Alors évidemment, en 2027, si on refaisait à 100% la Suzuki de 2022, ça serait quand même une moto qui serait vachement en retrait. Il va falloir apporter des améliorations et je le rappelle, le nouveau règlement technique apporte aussi de nombreuses modifications aux motos. Donc il faut tout de suite comprendre qu'en 2027, on n'aura pas une copie conforme de la Suzuki 2022, évidemment. Mais ces données vont, je pense, véritablement aider BMW à développer cette moto et avoir aussi une base beaucoup plus concrète. Pour vous donner par exemple un exemple du point de vue du moteur, Suzuki par le passé avait donc un 4 cylindres en ligne et c'était un très bon moteur qu'ils avaient pu développer parce que ça arrivait à tirer les points positifs du 4 cylindres en ligne, l'agilité, la vitesse de passage en courbe, les sorties de courbe, tout en ayant quand même une belle vitesse de pointe. Donc dans l'ensemble, ce projet moteur de Suzuki était vraiment très intéressant et j'ai envie de le dire très performant. Et on nous parle que si BMW rejoint le MotoGP, on aurait aussi apparemment un 4 cylindres en ligne et donc ça permettrait d'avoir une très bonne base pour se développer de ce point de vue là. Et je me répète, bon, on va aussi changer, je rappelle, du coup de cylindrée en MotoGP, on va passer à 850 cm3, donc on ne fera pas un copier-coller du moteur Suzuki, mais voilà, ça permettra d'avoir une bonne base pour développer cette moto et essayer de ne pas être trop à la ramasse lors de la première année. Et pour continuer ce sujet, parce qu'on a aussi une autre information, d'après ces fameuses sources, apparemment le constructeur allemand serait déjà en train de recruter des techniciens expérimentés dans le paddock pour
pour justement pouvoir avoir une équipe technique de haut niveau à l'avenir. Et je pense qu'on peut le dire, si ces deux informations se confirment, si ces deux informations sont donc bien vraies, ça démontre quand même une véritable envie du constructeur allemand de rejoindre le MotoGP. Et ça, moi, ça me fait me frotter les mains. Alors, je ne veux pas vous dire c'est sûr à 100%, c'est officiel ou quoi que ce soit. Je pense que vous l'avez bien compris. On a des infos officielles qui font penser que. On a donc ces informations de différentes sources qui ne sont pas officielles, qui font aussi penser que. Et moi, aujourd'hui, ça m'amène à me dire... Voilà, je pense que ça va être le cas. Je pense que BMW va rejoindre le MotoGP. Mais voilà, c'est pas officiel, ce n'est pas sûr à 100%. Et je ne veux pas vous dire que c'est sûr à 100%. Mais moi, j'y crois. J'y crois vraiment, vraiment à fond. Et j'espère que ça se confirmera. En tout cas, ça semble aujourd'hui prendre une très très bonne voie. Hâte de voir ce qui se passera. Et pour terminer cette vidéo, on va donc se voir les derniers propos de Fabio Quartararo qui, je vous le dis tout de suite, je trouve sont quand même assez inquiétants sur le développement de cette machine. On a pu voir le pilote français assez déçu des nouveautés qu'on a justement apportées lors de ce week-end de Grande-Bretagne. On a vu le pilote français perdu, on a vu le pilote français de nouveau assez critique sur le développement de cette machine. Globalement, on est loin. Et je vous avoue que ça commence vraiment à me faire douter de la progression de cette machine. Mais tout ça, on en reparle juste après les déclarations de Fabio. Le Français a donc par exemple déclaré « C'est un week-end difficile d'une manière générale. Jusqu'à présent, particulièrement parce que juste avant la sprint, nous étions en train d'essayer bien trop de choses d'une moto à l'autre. Je suis arrivé en qualification sans aucune référence. On essayait d'une façon avec l'une des motos, d'une autre manière avec l'autre. J'étais totalement perdu. » Nous souffrons déjà bien plus que d'habitude, mais j'étais perdu. Et au sprint, j'ai dit que je voulais avoir une base que je connaissais plus ou moins, et ça a été bien mieux. À un moment de la course, on n'était pas si loin de Jack Miller qui finit 7ème. Mais oui, on a pas mal souffert ce week-end. Fabio s'est donc retrouvé perdu parce que chez Yamaha, on a du mal à trouver une direction claire pour aider à améliorer les performances de cette machine. Donc on teste plein de choses et sûrement trop de choses. Là-dessus, le Français a déclaré « C'est trop ». Mais parfois, vous vous attendez à ce que les choses soient meilleures. Pas pire, c'est tout. Parfois, on a de nouveaux éléments et l'on s'attend à ce que ce soit beaucoup mieux. Parfois, ceux que vous attendez le plus ne sont pas ceux qui vous apportent vraiment du positif. Donc sur ces quelques dernières courses, comme je l'ai dit, j'étais plus un pilote de test qu'un pilote de course. Nous devons un peu plus nous concentrer sur le fait d'être aussi rapide que possible, car cela fait un long moment que je n'utilise pas la même moto pour au moins 2 jours consécutifs. Fabio parle donc de ces nombreux changements en disant « On a utilisé des moteurs différents, 2 specs différentes sur lesquels on a essayé des choses différentes au niveau de l'électronique. On avait essayé 3 moteurs à valence et là on a utilisé 2 de ceux-là. Une autre spec arrivera plus tard cette année, celle que j'aime le plus. Mais vous savez, faire des tests, c'est une chose, mais quand on fait la course, c'est différent. Mais le problème, le truc, c'est que les 2 moteurs de ce week-end sont complètement différents dans la manière de piloter. Donc je prends une moto et elle est bien plus lourde, mais a plus de performance pour freiner. Tandis que l'autre est moins lourde, mais ne s'arrête pas. On passe à un freinage et on se dit « Oh, j'aurais pu freiner plus tard » ou « Oh, j'ai freiné trop tard ». On est à 1 seconde 7 en qualification, 1 demi-seconde, c'est acceptable. Mais là, je n'ai jamais fini si loin de ma vie. C'était vraiment mauvais. Nous sommes très loin. Je n'ai aucune explication à cela. Même si je m'attendais à des améliorations grâce aux innovations que nous avons apportées ici à Silverstone, il va donc falloir analyser et comprendre comment agir pour la suite. Je me sens à tout moment à la limite. Le problème, c'est que nous allons 1 seconde plus lentement et je suis conscient de nos difficultés. Nous essayons de travailler pour résoudre tous nos problèmes. Je m'attendais certainement à plus, mais malheureusement, les nouveaux composants n'ont pas fonctionné et je suis déçu. Nous devons faire beaucoup de tours pour comprendre comment nous améliorer et essayer de réduire l'écart avec nos rivaux. Et il termine par une phrase qui me fait vraiment me dire que ça va pas. Il déclare « Je pense que nous avons eu un peu plus de mal que les pilotes Honda ce week-end, parce qu'on avait encore moins d'adhérence qu'eux, mais comme je l'ai dit, je n'ai finalement eu d'autre choix que de repousser mes limites. » Alors quand un pilote, d'après ses dires, bien évidemment, te déclare que lors de ce week-end, ça semblait plus difficile pour eux que pour les pilotes Honda, moi ça me... Ah oui, parce que quand tu vois la situation de Honda, c'est encore un autre sujet. Bon, après vous connaissez l'histoire, vous savez très bien à quel point c'est difficile pour eux,
Mais là, c'est vrai que moi, c'est des propos que je trouve très inquiétants. Alors attention, est-ce que c'est une surprise dans le fond? Absolument pas. On sait que c'est compliqué aussi la situation de Yamaha. On sait qu'ils essaient de trouver des solutions, mais que pour l'instant, c'est compliqué. Mais comme on a pu le voir dans de précédents sujets et des dernières vidéos, et j'ai essayé de vous transmettre la positivité qu'on avait pu voir pour Fabio Quartararo, enfin d'après les propos de Fabio Quartararo, d'après les propos par exemple de Maio Meregali, on avait quand même l'impression que oui, on était toujours loin, mais qu'on faisait des pas en avant. Ça donnait l'impression qu'on avait peut-être aussi trouvé une direction à suivre. Moi je me rappelle de ses anciens propos où Fabio disait qu'il voulait faire un missile pour 2025 chez Yamaha. Et bah là, on est maintenant au milieu de cette saison 2024, on a même dépassé, on est maintenant au début de la deuxième partie de saison. Et le missile pour 2025, il est toujours très 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 loin. Et c'est ça que je trouve vachement inquiétant, c'est qu'en début de saison 2024, oui, la moto était très loin, on le savait tous, oui, c'était quand même inquiétant, mais on avait l'impression qu'avec ces concessions tout le long de la saison 2024, cette moto allait véritablement s'améliorer, progresser, faire de bons pas en avant, ou au moins, on aurait véritablement trouvé une direction à suivre pour améliorer tout le long de cette saison les performances de la moto pour être assez performant en 2025. Alors attention, quand je vous parle d'être performant, je ne vous dis pas de retrouver une Yamaha capable de jouer la victoire et des podiums, mais au moins une Yamaha capable d'être assez souvent, assez régulièrement dans le top 10. Et là, on est maintenant, comme j'ai pu le dire, après cette mi-saison, dans cette deuxième partie de saison, la voie qu'on pourrait imaginer que Yamaha semble essayer de suivre, elle me semble difficile parce qu'on teste plein de choses qui vont dans tous les sens et c'est pour ça que Fabio se retrouve perdu. On n'a pas vraiment trouvé non plus de nouveautés qui permettent de faire des grands pas en avant en termes de performance. On est toujours loin. On est toujours même très loin. Donc oui, je dois bien vous l'admettre, malgré toute la positivité que j'ai essayé d'avoir ces derniers temps, avec tous les propos qu'on a pu avoir, là ça m'inquiète beaucoup. Parce que si là on n'arrive pas à trouver une voie à suivre, ça va être très difficile pour 2025 d'avoir de nouveau une moto pour jouer concrètement dans le top 10 et continuer de s'améliorer pour peut-être jouer encore plus le top 5, les podiums. Là, si on n'y arrive pas en 2024, il faudra remettre tout ça en 2025. Et si on n'y arrive pas en 2025, rentrons pas dans la totale négativité. Mais là, chez Yamaha, rien ne semble concrètement fonctionner pour améliorer les performances de cette machine. Donc, les autres, eux, continuent de progresser, continuent d'être de plus en plus forts. Comment Yamaha va arriver à revenir parmi les meilleurs constructeurs de la catégorie? Quand je vois ces déclarations, quand je vois la situation de Yamaha lors de ce week-end, quand je vois ce qu'on a réalisé dans cette première partie de saison, oui, je vous l'admets, je suis vraiment très inquiet. Et ces propos n'aident pas. Voilà donc les quelques informations qu'on a pu avoir. J'ai essayé de vous donner les déclarations les plus importantes. Et je suis désolé parce que oui, je suis plus négatif dans ce sujet. Je sais pas si je fais le yo-yo, un coup j'y crois, un coup j'y crois plus, j'en sais rien, mais c'est vrai que j'essaie vraiment d'y croire parce que Yamaha est un constructeur exceptionnel, ils ont les moyens de faire de belles choses, ils ont de super pilotes, de super ingénieurs, ils ont investi dans plein de domaines. Yamaha est l'un des plus grands constructeurs de l'histoire de cette catégorie. C'est un superbe constructeur, donc j'y crois quand même qu'ils vont arriver à se relever, vraiment j'y crois. Mais j'ai l'impression qu'ils vont se relever dans des années peut-être. Alors, espérons qu'en 2027, avec le nouveau règlement, ils arriveront concrètement à trouver quelque chose, mais avant 2027, ça me semble vraiment difficile et les années passent et j'ai l'impression qu'on est toujours dans la même situation que l'année dernière. En 2022, ça commençait déjà un petit peu à se casser la gueule dans la deuxième partie de saison surtout, même si on arrivait encore à jouer devant. Donc les années continuent de passer et j'ai l'impression qu'on n'évolue plus, qu'on régresse ou en tout cas qu'on stagne. Et donc ouais, j'ai du mal à ne pas être négatif quand je vois ce genre de propos, malgré toute la positivité que j'essaie quand même d'apporter, parce que je pense qu'il y a certaines choses qui nous font nous dire qu'on peut être positif, mais il y a aussi, et là il faut bien le dire, des choses qui nous font penser qu'on peut être très négatif. En tout cas voilà, pour moi on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine, vendredi précisément, pour la vidéo débrief de la journée justement du MotoGP sur le circuit du Red Bull Ring. Bref, je vous dis bye bye les potes, ciao.